Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'Écho. Nous vivons actuellement une situation inédite sous la Ve République. Plus de 50 jours avec un gouvernement démissionnaire, un choix quasi impossible pour Emmanuel Macron, qui est le seul responsable de cette situation en ayant ordonné seul la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour la situation économique de la France, ce n'est pas une bonne nouvelle. Au contraire, le temps presse parce qu'il faut un cap politico-économique, ne serait-ce que pour décider d'un budget. Alors on va en parler avec un économiste, grand spécialiste français des questions de l'État social, professeur à l'université Lyon 2 et chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po. Bonjour Mickaël Zemmour. Bonjour. Je disais que le temps pressait pour des raisons de calendrier constitutionnel. En France, dans la Constitution, il est écrit que le premier mardi d'octobre, il faut un projet de loi de finances. Il faut que ce projet de loi de finances soit transmis par le gouvernement aux parlementaires. C'est donc dans la Constitution. Et cette année, le premier mardi du mois d'octobre, c'est tout simplement le 1er octobre. Et avant cela, il faut que le texte soit validé par le Conseil des finances publiques. Bref, ça laisse au nouveau gouvernement, s'il y en a un, qu'une dizaine de jours peut-être pour finaliser un budget. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, ça ne lui laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au nouveau gouvernement. En fait, avec une élection législative en juillet, il y avait largement le temps parce que c'est le calendrier habituel pendant lequel les gouvernements préparent le budget et notamment travaillent avec les ministères pour en préparer un. Là, on est dans une situation étrange où le gouvernement démissionnaire a préparé un budget qui est un budget plutôt d'austérité, c'est-à-dire on reprend les chiffres de l'année dernière sans les augmenter de l'inflation et puis avec des coupes. On a quasiment le même chiffre. Ouais. Voilà, et donc en fait c'est un budget d'austérité, parce que comme les prix ont augmenté, maintenir les mêmes montants, c'est mettre sous pression très fortement les dépenses publiques, et c'est la copie dont va hériter le Premier ministre. Et il aura sans doute peu de marge de manœuvre, soit il va devoir la valider, et s'il veut proposer une autre stratégie de politique économique, par exemple lever davantage d'impôts, faire de la relance, il va avoir très peu de temps pour le faire, et peut-être qu'il aura à l'Assemblée nationale à passer des amendements ou à revenir en 2025 pour modifier le budget. Mais effectivement, la décision d'Emmanuel Macron de différer ça met en grande difficulté la préparation du prochain budget. Et puis, il y a une autre question. On sait que le gouvernement actuel démissionnaire a préparé un budget. On ne sait pas dans quelle mesure l'administration a vraiment travaillé. Quand vous préparez un budget, il faut que chacun des ministères avance, se dise on va dépenser, on va recruter, etc. Il ne s'agit pas simplement de donner des chiffres. S'il y a un nouveau gouvernement qui a de nouvelles orientations budgétaires, quel va être le temps laissé au ministère pour mettre en œuvre ce budget pour la fin de l'année ? Autrement dit, il y aurait peut-être une stratégie d'Emmanuel Macron derrière ce calendrier de plus en plus resserré. Je ne sais pas si c'est une stratégie, mais en tout cas, la conséquence, c'est qu'il ne laisse pas de marge de manœuvre politique au nouveau Premier ministre. En tout cas, il le met fortement sous contrainte. Et donc, la situation politique, on le sait, elle est déjà compliquée. Ne pas laisser le temps de travailler, y compris ne pas laisser le temps à la discussion parlementaire de se tenir, parce qu'on sait que c'est un enjeu de trouver des accords sur la fiscalité, y compris sur le budget. Ça renforce les difficultés et on a le sentiment que c'est absent des débats. Le président de la République a beaucoup mis en avant, on peut comprendre la stabilité institutionnelle, mais la difficulté de la préparation du prochain budget est réelle, elle est documentée, elle est matérielle, et c'est un peu absent des débats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réorientation possible, mais techniquement, ça devient de plus en plus difficile. Et qu'est-ce qui se passerait si le mardi 1er octobre, il n'y avait tout simplement pas de budget, pas de texte ? Alors, je ne suis pas juriste, il y a des solutions différentes. La situation n'est pas la même s'il y a un projet de budget qui est déposé mais pas voté, ou s'il n'y a pas de projet de budget. Donc, la France ne s'éteint pas du jour au lendemain. Probablement qu'il y aura un budget sur lequel s'appuyer, mais la question c'est quelle est la stratégie de politique économique de la France ? On est dans une situation de ralentissement économique, un déficit public important, et donc jouer l'année 2025 comme un coup d'attente, parce que c'est un petit peu ça qui se profile avec ce budget d'un gouvernement démissionnaire, ça paraît pas une bonne idée. Ça ne définit pas un cap en disant voilà notre stratégie économique, à la fois pour les salaires, pour les entreprises, pour la croissance. Et donc, ce coup d'attente, ça peut être assez coûteux pour l'économie française. Et vous évoquiez à l'instant le déficit public. C'est une des mauvaises surprises à laquelle va être confronté le prochain gouvernement. L'état des finances publiques, on les savait dégradées, mais la réalité est peut-être encore pire que ce qu'on pensait, avec un déficit public qui pourrait déraper à 5,6% dès cette année, au lieu des 5,1% prévus par le gouvernement jusqu'à présent. Est-ce qu'on sait pourquoi déjà ? Alors non, moi j'ai pas tous les éléments, on ne sait pas pourquoi. Je suis pas sûr que ça soit
tant une surprise que ça. Je pense qu'en fait, donc la baisse, enfin, l'augmentation du déficit prévu, ça peut être lié à deux choses. Ça peut être lié à une baisse des recettes fiscales prévues ou à un ralentissement de la croissance. Manifestement, c'est un petit peu des deux. Mais je ne suis pas sûr qu'à Bercy, on se soit aperçu il y a 15 jours ou même au mois de juillet que finalement, on n'était pas du tout là où on croyait être. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la France n'est pas sur la trajectoire économique qu'elle a annoncée à ses partenaires européens. Voilà, derrière vous, en rouge, vous avez la trajectoire qui était annoncée, qui était prévue. Et on revenait vers quelque chose de plus sain. Et finalement, la réalité, c'est le violet. Voilà. Donc, en fait, ce que sanctionne un petit peu cette prévision économique, c'est une politique économique qui ne marche pas. La stratégie de Bruno Le Maire, c'était une baisse des prélèvements obligatoires qui a été très marquée, baisse sur les entreprises, baisse sur les ménages. Et il en attendait un retour de la croissance et donc, combiné à des mesures d'économie, une réduction du déficit. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que le retour de la croissance ne se profile pas. Les prévisions de croissance sont revues à la baisse. Il y a eu un certain nombre de mesures d'économie qui ont été mises en œuvre, mais pas toutes. Et donc, la pente qui avait été annoncée, on n'est pas au début de ce chemin-là. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelle stratégie de politique économique pourrait répondre ? Alors, du côté de la droite, on a plutôt un schéma austéritaire, c'est-à-dire que l'idée serait peut-être de faire beaucoup d'économies, des économies très dures, et aussi de revenir sur certaines baisses d'impôts, d'augmenter un peu les recettes. Du côté de la gauche, on a le sentiment que l'idée est plutôt d'augmenter encore davantage les recettes, notamment sur les grandes entreprises, et par contre d'avoir une stratégie plutôt de relance, c'est-à-dire de dépenser pour relancer l'activité économique. Et on sait que quand il y a de la croissance, le PIB augmente, et donc relativement, le déficit ou la dette pèse moins par rapport à la taille de l'économie. Il y a une question qu'on peut se poser, c'est un déficit public important, 5%, 6%. Est-ce que c'est si grave ? Les États-Unis ont un déficit public encore plus important que nous. Alors on sait que l'Europe table sur 3%, mais est-ce que c'est si grave ? Alors, c'est pas grave en soi, il n'y a pas de totem, mais ça pose des questions. Et il faut effectivement ne pas dramatiser. Première chose, c'est qu'un déficit, ça représente un coût. On emprunte chaque année pour réemprunter ce déficit, et donc on paye des intérêts. Et donc plus la dette est importante, plus le déficit est important, plus ça représente un coût. La deuxième chose, c'est qu'il faut que les personnes qui nous prêtent soient contentes de nous prêter pour nous prêter pas trop cher. Pour l'instant, c'est toujours le cas, mais il faut aussi donner des signes que la France peut continuer à mener son train de vie. Et pour ça, il faut montrer qu'elle est capable de prélever des recettes publiques. Puis la troisième chose, c'est les règles européennes. Effectivement, les règles européennes, elles norment ce déficit. Quand on est au-delà des 3%, il faut raconter une histoire à l'Union européenne, une trajectoire de politique économique. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la trajectoire qui a été annoncée, on n'est pas dessus. Et donc, il va falloir annoncer à l'Union européenne une autre trajectoire de politique économique. Donc, c'est pas... Là aussi, il y a une date d'ailleurs, je crois que c'est le 20 septembre. Tout à fait, il faut rendre une première copie en septembre et puis en fait, courant octobre. Mais donc, c'est pas en soi terrifiant, mais par contre, ça appelle à l'annonce d'une stratégie de politique économique, une stratégie de finances publiques. Et pour l'instant, avec un gouvernement démissionnaire, on est plutôt dans une situation d'attente. Par ailleurs, savoir quelle stratégie on prend, c'est important. Pour moi, si on adopte une stratégie d'austérité, de coupe budgétaire importante, on risque de mettre un coup de frein supplémentaire à l'activité économique en France et en Europe. Et c'est sans doute pas le moment parce qu'on est déjà en phase de ralentissement. Alors justement, on va regarder sur ce cap politico-économique qui sera mené par le prochain gouvernement. On ne sait pas encore lequel ce sera. Il y a une des questions qui semble avoir pesé ces derniers jours dans le choix de Premier ministre. C'est de nouveau cette question qui a été très, très controversée pendant tout le dernier gouvernement. C'était les derniers gouvernements. C'est la question de l'avenir de la réforme des retraites. La gauche et le Rassemblement national, aujourd'hui, nous disent qu'il faut absolument une abrogation de cette réforme des retraites, c'est-à-dire que le gouvernement revienne sur son décalage progressif de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, qu'on reste à 62 ans. Est-ce que vous aussi, c'est votre idée? Pour quelle raison? Il y a eu une rupture. En fait, les systèmes de protection sociale que j'étudie beaucoup, ils reposent sur un pacte social, donc une forme de sentiment, d'assentiment, de soutien qui dépasse même souvent le clivage gauche-droite. La sécurité sociale en France, les retraites sont soutenues par les salariés bien au-delà du clivage gauche-droite et on l'a vu. Et la dernière des réformes des retraites, elle a acté une rupture entre la politique menée. Il n'y avait pas de soutien du côté des syndicats, il n'y avait pas de soutien du côté du Parlement et dans l'opinion publique. Et on peut le comprendre parce que la réforme telle qu'elle a été votée, elle touche une grande partie de la population.
En 2019, vous aviez 3 personnes sur 4 qui partaient avant l'âge de 64 ans à la retraite. Et donc, sans doute que si on veut relancer la discussion sur le modèle social et sur l'avenir du système des retraites, reprendre la discussion avec les partenaires sociaux, ça suppose de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire de dire le décalage de la réforme des retraites à 64 ans, on revient dessus et ensuite on pose les questions, à la fois en termes de financement, parce qu'il y a des questions de financement à poser, mais aussi quelle retraite on veut, quel niveau, ou les questions de pénibilité. Une autre question importante, c'est la question des salaires. La gauche proposait une hausse du SMIC à 1 600 euros net, alors qu'on est à un peu moins de 1 400 euros aujourd'hui. C'est quelque chose qui est important pour relancer la croissance, de remonter les salaires? Alors oui, le débat des législatives a fait que les économistes se sont posé des questions qui ne se posent pas d'habitude, parce que depuis très longtemps, le SMIC n'est augmenté que du minimum légal, c'est-à-dire les prix et rien de plus. Et donc on s'est penché avec de nombreux économistes sur les effets d'une hausse du salaire minimum. Le premier effet, c'est une amélioration du niveau de vie de plus de 3 millions de personnes dans le pays. C'est à peu près les salariés du privé et les salariés du public qui sont au SMIC. Donc ça, c'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est un effet de relance. Quand on améliore le pouvoir d'achat des salariés à bas salaire, on augmente la commande du côté des entreprises. Et derrière, on peut se poser des questions de mise en œuvre. Est-ce que c'est supportable pour les entreprises, pour l'emploi, etc. Et là aussi, quand on regarde dans le détail, on se rend compte que certains discours, le discours du MEDEF par exemple, jouent à faire peur en disant ça serait une catastrophe pour l'économie, etc. En réalité, quand le SMIC augmente, le coût du travail pour l'ensemble des entreprises n'augmente pas autant. Il y a un mécanisme un peu compliqué qui fait que quand le SMIC augmente, les cotisations employeurs sur les salaires un petit peu au-dessus du SMIC diminuent par le système des exonérations. Donc en moyenne, la hausse du SMIC, elle est en partie amortie par les finances publiques. Mais derrière, et donc pour aller vite, pour la plupart des entreprises, la hausse du SMIC, elle est largement supportable. Ça ne représente pas un coût très élevé et c'est des coûts assez marginaux qui peuvent être transcrits dans les prix sans que ça déclenche l'inflation. D'un côté, on a une amélioration du pouvoir d'achat, un effet de relance et pour les entreprises, des coûts supportables. Par contre, ça pose des questions et il faut regarder dans le détail. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont énormément de salariés au SMIC et qui ne pourraient pas ajuster leurs prix? Lesquelles? Je pense par exemple aux associations. Et dans ce cas-là, il faut regarder des détails de mise en œuvre. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que cette hausse du SMIC qui permet une meilleure reconnaissance du travail à bas salaire, elle est tout à fait possible. Maintenant, elle est d'ailleurs dans le débat public, elle est discutée entre la gauche et la droite. Et en fait, la nouvelle discussion, c'est comment on la met en œuvre, avec quel calendrier, etc. C'est un projet de discussion pour le prochain gouvernement qui vous écoutera peut-être. Merci beaucoup à Michaël Zemmour d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis l'info continue sur France 24. Merci à vous.